La dernière nouvelle tombée hier soir, on a appris que l'Iran et les États-Unis, les deux parties, ont signé le protocole d'accord en 14 points. Et enfin, on a le texte, on a le document, puisque les deux côtés l'ont signé et vous savez l'ont rendu public. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, je pense qu'en examinant ce plan en 14 points, beaucoup diront que c'est une énorme défaite pour l'administration Trump, pour les États-Unis. Mais à mon avis, c'est simplement la réalité du nouveau monde dans lequel on vit. Vous savez, on ne peut plus avoir d'esclaves, parce que tout ce qui se passe dans ce protocole d'accord. D'ailleurs, ce n'est pas un accord, ce n'est pas un traité, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est un chemin, une sorte de point de départ, tu vois, pour que les deux parties puissent se retrouver et discuter. C'est ça l'essentiel. Mais tout le fondement, toute la base de ce qui se passe aujourd'hui, c'est à mon avis le même principe que celui de l'esclavage à l'époque. Quand les esclaves se sont levés en disant « Nous ne sommes plus des esclaves, nous voulons nos droits ». C'est ce que je comprends de la situation actuelle. Mais si on parle maintenant du plan en 14 points, le point principal, le tout premier, concerne Israël et le Liban. Et pas seulement Israël et le Liban, mais aussi l'Iran et les États-Unis. Quand on regarde ce qui s'est passé, quelle est, selon vous, votre lecture de la situation actuelle entre les deux camps? Je suis d'accord avec toi, Nima. C'est tout simplement le reflet de la réalité. Il n'y a pas eu de victoire militaire, et c'est justement ce qui rend toute cette guerre si difficile à comprendre. Pourquoi, bon sang, Donald Trump a-t-il décidé d'attaquer l'Iran avec les Israéliens? Toi et moi, on en parlait encore 1 ou 2 semaines avant le début de la guerre, quand ça commençait à devenir évident. Je disais, c'est pas possible. Personne n'est assez stupide pour faire ça. Mais je me suis trompé, et ils l'ont fait. La raison pour laquelle je pensais qu'ils ne le feraient jamais, c'est que c'est évident qu'en réalité, l'Iran a la supériorité dans l'escalade, dans la région. Ils se préparent à ce conflit depuis 20 ans. Ils ont toutes sortes de moyens de nuire aux intérêts américains dans la région. Et il est même très probable qu'ils puissent réussir à chasser la présence militaire des États-Unis de cette zone. Donc c'était uniquement du risque à la baisse. Tout le risque était pour nous, avec un bénéfice potentiel uniquement pour Israël. Vous savez, Israël aurait été, enfin si la guerre s'était bien passée, le principal bénéficiaire, ça aurait été Israël, puis la City de Londres et Wall Street. Les États-Unis, eux, n'en tirent vraiment rien, à part devoir continuer à surveiller la région, ce qui est, vous le savez, une tâche énorme. Je me suis trompé. Tout ça a duré environ 3 mois. Je pense que les États-Unis et Israël ont tout fait pour éviter ce genre de cessez-le-feu et de protocole d'accord, tout ce cadre-là, parce qu'à mes yeux, c'est une capitulation massive pour les États-Unis et pour Israël. Souvenons-nous, il y a 3 mois, Trump parlait de reddition sans condition. Il exigeait une reddition totale. Il allait nommer le nouveau guide spirituel et le nouveau gouvernement de l'Iran. Ils allaient prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils allaient s'emparer des ressources pétrolières iraniennes. Ils allaient priver l'Iran de son programme balistique, son principal moyen de dissuasion défensive. Et maintenant, ils lèvent le blocus naval. Ils autorisent à nouveau l'Iran à exporter du pétrole. Ils sont en train de débloquer 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens et ils ont accepté un cadre pour des réparations. Ce ne sera pas de l'argent versé directement par les États-Unis à l'Iran, mais ils ont convenu d'un fonds de 300 milliards de dollars pour les réparations et la reconstruction du pays. C'est quelque chose que normalement les États-Unis n'auraient jamais autorisé.
D'habitude, ils auraient gelé ces fonds, imposé des sanctions et interdit à quiconque d'investir le moindre centime en Iran. Là, ils ont dû reculer sur cette position. Trump lui-même, pendant son premier mandat, avait imposé des sanctions de pression maximale contre l'Iran. Donc tout cela a été abandonné, et il est difficile de ne pas voir dans cette situation une défaite pour les États-Unis et pour Israël, et une victoire pour l'Iran. Alors, rien que ça rend toute l'affaire un peu suspecte aussi. Parce que qui sait, peut-être qu'ils vont profiter de cette période de 60 jours, de ce cessez-le-feu de 60 jours, pour se préparer à, vous savez, une prochaine attaque contre l'Iran. Mais je pense que les Iraniens, eux, ne sont pas naïfs. Ils comprennent très bien ça. Et donc, ils vont se préparer aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Trump a été interrogé, en gros, sur la raison de ce changement radical de position. Et il a répondu qu'ils étaient à 4 semaines de manquer de réserves de pétrole. Alors si c'est vrai, et je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est Trump qui l'a dit, donc ça peut être vrai ou pas, eh bien, ce serait un facteur extrêmement important. Mais il y a aussi une déclaration venue d'Israël, relayée par Al-Mayadeen. L'ancien commandant de la marine israélienne a dit, je cite la déclaration, je la lis depuis la version anglaise d'Al-Mayadeen. Je cite, « Nous avons vu ce que même des salves limitées de missiles iraniens peuvent provoquer. Les dégâts ici en Israël sont énormes, vraiment énormes. Une partie importante de ces dégâts n'est pas visible pour nous, et nous n'en avons pas conscience à cause de la censure militaire. » Donc l'Iran a été très, très efficace pour frapper les bases et les cibles militaires américaines et israéliennes. Et je pense que cela a pris les Américains et les Israéliens par surprise, parce que ces frappes étaient extrêmement précises et extrêmement destructrices. Donc, continuer la confrontation militaire avec l'Iran faisait clairement plus de mal aux États-Unis et aux Israéliens qu'aux Iraniens eux-mêmes. Alors que faire? Plus on s'entête, plus on s'épuise, plus on s'affaiblit et plus la position de négociation se dégrade. Je pense que ça fait partie de la réalité dont vous parliez. Ils ont découvert, à leurs dépens, la supériorité militaire de l'Iran, sa puissance et sa capacité d'escalade. Et à ce stade, à moins d'envisager l'arme nucléaire, il n'y a plus grand-chose à faire, sinon jeter l'éponge, abandonner et dire « bon, ça suffit ». Oui, l'Iran n'a jamais vraiment été une grande question géopolitique pour l'establishment américain. Depuis la Révolution, ils ont voulu gérer l'Iran en s'appuyant sur Israël et sur les pays du Golfe. Mais c'est pour ça que je pense que dans le cas d'une utilisation d'armes nucléaires, ce serait vraiment pour l'ennemi ultime, pour la cause ultime. On n'en arrivera pas à ce qui se passe aujourd'hui, parce que la vraie raison, il faut s'en souvenir, c'est ce qu'a fait la politique étrangère des États-Unis depuis des années. Tout récemment encore, on a entendu Anthony Blinken, on a entendu Hillary Clinton. Elle a dit que Benjamin Netanyahu lui avait demandé à plusieurs reprises que les États-Unis attaquent l'Iran. Nous devons faire ceci et cela. Ça va aider les États-Unis dans la région. Et ça va donner une sorte d'énorme levier à Israël. C'était le plan depuis le début. Si vous deviez citer un seul rêve de Benjamin Netanyahu dans toute sa vie, ce serait l'attaque contre l'Iran et la fin du soi-disant régime iranien. Et il a obtenu cela grâce à l'administration Trump. La différence ici, selon moi, c'est qu'il y a 2 facteurs particulièrement importants pour l'administration Trump. Le premier, c'est l'économie. Le second, c'est le stock stratégique des États-Unis pendant la guerre. Ces 2 éléments étaient énormes et ils ont été gravement endommagés par la guerre. Ce n'était pas une guerre longue.
Vous vous en souvenez, hein? 39 jours de guerre. Donc c'était pas énorme. Vous voyez, on se lance dans une guerre sans vraiment savoir quels sont les objectifs principaux. Allons droit au but. Quels étaient ces objectifs? Ils n'en ont pas parlé, officiellement, mais ce qu'ils voulaient, c'était qu'il n'y ait plus d'enrichissement d'uranium sur le sol iranien. Ils voulaient aussi imposer, disons, certaines restrictions sur les missiles balistiques iraniens. Et bien sûr, pas d'armes nucléaires. Ils ont aussi évoqué le soutien de l'Iran à ce qu'ils appellent les proxys, les groupes alliés de l'Iran dans la région, parce que oui, l'Iran les soutient. Voilà, c'était ça les points à l'ordre du jour. En gros, je n'ai pas entendu tout ça directement de l'administration Trump, mais les Israéliens, eux, ont été très clairs sur ce qu'étaient les objectifs principaux. Alors, Benjamin Netanyahou voulait vendre cette idée. Il voulait convaincre l'administration Trump que, si elle s'engageait dans un changement de régime, elle atteindrait tous ses objectifs. Et voilà Donald Trump. Quelle solution s'offre à lui? Il est déjà impliqué. Le détroit d'Ormuz est fermé. Pas de changement de régime, pas de réforme. Plus de politique d'interdiction d'enrichissement, elle a disparu. Les missiles balistiques ne font pas partie du plan en 14 points. Aucun de ces objectifs n'a en réalité été atteint par cette guerre. Donc il n'y a pas de bonne option pour Donald Trump. Que peut-il faire d'autre? Oui, tout à fait. Je pense, Nima, que Trump en a probablement assez. Il veut en sortir. Au début, j'étais très sceptique à propos de cette soi-disant brouille entre Trump et Netanyahou, mais il semble bien qu'elle soit réelle. Et on le voit aux réactions d'Israël et de ses partisans, qui frôlent l'hystérie à ce sujet. Je veux dire, ils se rassurent maintenant en parlant de guerre contre la Turquie ou l'Égypte. Ils ont besoin de se réconforter, d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer et détruire. Alors j'imagine que s'ils ne peuvent pas aller tuer et détruire en Iran ou au Liban, eh bien la Turquie fera l'affaire. C'est complètement fou. Donc je me suis dit que je pense que c'est un moment vraiment porteur d'espoir. Et j'ai trouvé très intéressant que Trump ait salué le rôle de la Russie et de la Chine, parce qu'il a dit qu'ils étaient neutres. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils le soient. Ils sont pratiquement alliés avec l'Iran. Ils ont fourni des renseignements aux Iraniens. Ils leur ont donné des radars, des images satellites et, je crois, certains types de systèmes anti-aériens ou anti-missiles balistiques. Et ainsi de suite. Donc, pas vraiment neutre. Mais il leur a quand même adressé ses éloges, ce qui me fait penser qu'il y a peut-être eu un certain niveau de coordination entre le camp américain et les Russes, ainsi que les Chinois. Et ça me ramène toujours à ce que Sergei Karaganov disait il y a quelques mois. Eh bien, il y a plus d'un an, il a dit que leur rôle face à l'administration Trump consistait à aider les États-Unis à passer du statut d'hégémon mondial à celui de puissance mondiale normale, et ce, de la manière la moins perturbatrice possible. Et moi, je fais toujours attention à la façon dont les Russes et les Chinois réagissent aux États-Unis. Jusqu'ici, ils ont été très mesurés. Ils n'ont pas trop critiqué Trump. Mais en même temps, ils ont clairement montré qu'ils soutenaient l'Iran dans ce conflit. Donc, à mon avis, ils ont probablement contribué à convaincre Trump de faire marche arrière. Et ils joueront sans doute un rôle important dans la mise en place de la prochaine architecture de sécurité dans la région. Je pense que c'est la prochaine étape et qu'elle dépendra de la capacité des Israéliens ou des intérêts sionistes à saboter les négociations de paix. Ou encore, de savoir s'ils vont tenter à nouveau d'assassiner des dirigeants iraniens. À mon avis, c'est pour cette raison que le document n'a pas été signé à Genève, mais virtuellement.
Pezeshkian et Trump ont tous les deux signé des exemplaires papier authentiques. Mais Trump était à Versailles, ce qui est intéressant. Et Pezeshkian était à Téhéran. Personne n'a eu besoin de voyager. Parce que franchement, si Pezeshk s'était rendu à Genève, qui sait s'il serait revenu? Oui, oui. Je crois que vous avez mentionné le rôle de la Chine et de la Russie, et c'est important. On sait que le gouvernement pakistanais entretient de bonnes relations avec la Chine, avec l'Iran, avec les États-Unis, en fait, avec à peu près tout le monde. Ils allaient un peu partout, discutaient avec les Chinois, avec les Iraniens, avec les Américains. Et on a vu, vous vous souvenez, le ministre iranien des Affaires étrangères se rendre en Chine, puis en Russie, pour parler avec eux. Ce n'était pas que de la coopération, vous savez, parce que selon moi, ces pays sont en train de redéfinir complètement les équilibres. Et justement aujourd'hui, on a appris que le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la coopération avec l'Iran allait s'approfondir. La Chine et l'Iran sont des partenaires stratégiques globaux et ils vont continuer à renforcer ce partenariat stratégique global. On parle d'environ 400 milliards de dollars et ils approfondissent encore cette relation. Donc, à mon avis, tout est en train de se redessiner. Et Donald Trump, comment voyez-vous la manière dont l'administration Trump perçoit cela ou la façon dont elle s'y prend? Parce que si on regarde le G7 et le sommet du G7, quelle est votre perception aujourd'hui? Il arrive à la réunion, il dit « C'est moi le patron, je suis là ». Puis il s'assoit. Il répète « C'est moi le patron ». Mais quand il rit, quand il sourit après, il sait bien que tout ça n'existe plus vraiment, parce que le monde a changé, d'une certaine manière. Oui, Nima. Je reste vraiment perplexe sur ce qui a bien pu pousser Trump à vouloir faire la guerre à l'Iran. Franchement, c'était complètement insensé que... Je pense que cette guerre restera dans l'histoire des États-Unis. Oui, oui. Et d'une façon ou d'une autre, Trump a été convaincu d'y aller. Pourtant, on se souvient qu'en 2019, il y avait une énorme pression sur lui pour qu'il parte en guerre contre l'Iran, et il avait dit non. À l'époque, ça avait fait un vrai scandale. C'était il y a longtemps, mais c'était quand même un gros scandale. Donc il savait qu'il ne fallait pas y aller à ce moment-là. Eh bien, cette fois, il y est allé. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé. Mais d'après ce qu'on a entendu de Trump lui-même et de Marco Rubio, ils sont entrés en guerre pour le bénéfice d'Israël. Ils y ont été entraînés par les Israéliens. Bon, admettons que ce soit vrai. Si l'influence israélienne a vraiment été le facteur déterminant de cette guerre, alors Trump doit être très en colère, parce qu'il a été trompé, si c'est bien le cas. Il a été trahi, on lui a menti. Vous savez, Benjamin Netanyahou, j'ai toujours dit que je ne croyais pas à cette idée selon laquelle Trump et Netanyahou seraient de grands amis. Depuis le premier mandat de Trump, j'ai toujours pensé que Trump n'aimait pas Netanyahou. Peut-être même qu'il le déteste. Alors, qu'est-ce que c'était au juste? Bref, quoi qu'il en soit, Trump a dit « D'accord, j'y vais, je participe ». Et là, il a trahi sa base. Il a éloigné beaucoup de ses partisans, même les plus fervents, comme Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Trump. Oh mon Dieu, vous voyez tout ce groupe-là. J'ai un trou de mémoire, mais il y avait aussi peut-être Tulsi Gabbard. Il y avait tout un ensemble de gens autour de lui qui semblaient sincères, de vrais patriotes américains, qu'il a soudainement mis à distance. Et il s'est retrouvé entouré uniquement de sionistes zélés. Et donc, tout s'est très mal passé pour lui, tu vois, quelques mois avant les élections de mi-mandat. Il doit être furieux contre les Israéliens,
contre Benjamin Netanyahou, contre toute cette cabale sioniste qui l'entoure. D'après les témoignages de Tucker Carlson, il sait que ces gens-là ne l'aiment pas non plus, qu'ils le détestent et qu'ils l'ont manipulé. Alors maintenant, il pourrait se sentir carrément vindicatif. Pas seulement plein de ressentiment ou de haine envers eux, mais peut-être même animé d'un esprit de vengeance. Et en même temps, tu vois, les Chinois, les Russes, eux, ils ont été mesurés, constructifs, amicaux. Et je pense qu'ils ont peut-être commencé tout récemment. Tu sais, si tout ça n'avait pas été éclipsé par la guerre en Iran, tout récemment dans l'actualité, je crois que les Russes ont en fait lancé les travaux de construction du tunnel sous le détroit de Bering. Donc les Russes ne lâchent pas cet esprit de l'Alaska. Ils continuent de donner la priorité à leurs relations avec les États-Unis. L'idée qu'ils veulent gérer les États-Unis, les aider à devenir une puissance normale. Tout ça est en cours. Et je pense que dans tous ces échanges qui se sont intensifiés en coulisses, tout cela est remonté jusqu'à Trump, qu'il en est conscient. Il se dit mince, c'était une erreur de s'allier avec les cinglés. Mais les autres ne m'ont pas claqué la porte au nez. Donc je pense que ça a obligé Trump à ravaler sa fierté, à se demander qui sont vraiment ses amis, ses alliés, qui sont les forces constructives et qui sont les cinglés. Et j'espère que ça renforce la multipolarité, l'initiative des nouvelles routes de la soie, les BRICS, tout ce qu'il en reste, que ça rende ces forces-là plus solides, nomades, et que ça affaiblisse la conspiration impériale sioniste. Voilà où on en est, Nima. Mais la situation au Royaume-Uni et celle en Ukraine sont très étroitement liées. Il y a 2 jours, on est le 18 aujourd'hui, c'est ça? Oui, donc il y a 2 jours, le rapport sur les gangs de viol a été publié en Angleterre. Et je pense que ça va devenir l'un des événements les plus marquants du XXIe siècle. Parce que ça pourrait complètement bouleverser l'ordre établi au Royaume-Uni. Un ordre qui dure depuis la glorieuse révolution de 1688. Vous savez, la bombe a explosé il y a 2 jours à peine. Et maintenant, les Britanniques commencent à encaisser le choc. On voit la colère monter, et il n'est plus possible de la nier. Pendant des années, on a essayé de tout nier, en disant « Ah, si vous parlez des gangs de prédation, c'est que vous êtes raciste, que vous stigmatisez la population musulmane, et ainsi de suite. » Mais maintenant, c'est fini. Toute cette affaire est terminée, et le problème est profond, très profond. Il imprègne pratiquement tout l'establishment britannique, parce que la dissimulation a été menée par 2 premiers ministres, Gordon Brown et Keir Starmer. Les médias traditionnels n'ont rien dit pendant 2 jours. La famille royale n'a rien dit non plus pendant 2 jours. Je pense que le peuple britannique est sur le point d'exploser de colère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La veille de la publication de l'enquête, des Royal Marines britanniques ont arraisonné un navire russe dans la Manche, une provocation. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Une frégate russe est arrivée, puis un bateau à moteur privé est allé viser la frégate russe, ce qui, heureusement, n'a pas provoqué d'incident. Mais alors, ce matin, la Russie, Moscou, se réveille avec des scènes pratiquement apocalyptiques après la plus grande attaque de drones ukrainiens jamais vue. L'horizon de Moscou n'est que fumée noire. Et j'ai l'impression que les Britanniques sont aujourd'hui désespérés, qu'ils cherchent à déclencher une grande guerre, à provoquer les Russes, parce qu'à la maison, la situation est au bord d'une révolution, voire d'une guerre civile. Le système est en train de perdre toute légitimité. Et vous savez, au Moyen-Orient, en 2019, c'était les Britanniques qui menaient la campagne de pression sur Trump pour qu'il parte en guerre contre l'Iran. Les Britanniques sont les principaux instigateurs de la guerre en Ukraine contre la Russie.
Ils ont signé un partenariat de 100 ans pour fournir des technologies de drones aux Ukrainiens. The 100-year partnership to provide drone technologies to the Ukrainians. So the Russians know perfectly well. Les Russes savent très bien que ce sont les Britanniques qui sont derrière toute cette guerre de drones contre eux. Et à ce stade, les Britanniques ne cherchent même plus à le cacher, parce qu'ils veulent que les Russes réagissent et qu'une guerre plus large éclate. Leur but, c'est de détourner l'attention des problèmes intérieurs et de canaliser la colère du peuple vers un ennemi extérieur. Donc, à mon avis, tout est en train de se mettre en place. Et ce processus, Trump doit forcément le percevoir. Il doit maintenant décider de quel côté il se situe. Parce que si on se range du côté d'Israël, on se range du côté de l'Empire mondial. Et dans ce cas, on se place contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran, et ainsi de suite. Against China, against Iran, and so forth.